Salut tout le monde, c'est le mois d'août et Mediarama fait une petite pause. En attendant, je vous propose de retrouver chaque semaine du mois d'août un épisode marquant publié dans l'année et sélectionné par l'équipe du Geste. Le Geste, dont Mediarama est membre, est un groupement d'éditeurs qui rassemble de nombreux médias et producteurs de contenu pour défendre leurs intérêts, apporter des réponses communes et rassembler notre grande famille. Merci donc à Laure et à sa super équipe pour la mise en avant cette année. On se retrouve bien sûr à la rentrée pour une nouvelle saison. J'ai déjà plein de super épisodes prévus, ça va continuer très fort. Si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à m'envoyer un message avec vos remarques, suggestions, idées d'invités ou de sujets, critiques aussi. Je réponds à chaque message. Vous pouvez m'écrire par mail à françois@cosavostra.com. D'ici là, bon été et merci de votre fidélité. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama. Aujourd'hui, je suis ravi de recevoir Danielle Attias, la secrétaire générale de Salto. Bonjour François. Bonjour Danielle et merci d'avoir accepté cette invitation. Alors pour ceux qui ne verraient pas immédiatement ce qu'est Salto, il y en a peut-être encore certains pour qui ça ne parle pas, c'est donc un service SVOD, souvent présenté à tort, enfin je pense que ça tu le confirmeras, comme le Netflix à la française, un peu l'étiquette qu'on avait collée à ce service, mais c'est surtout, parce que les services SVOD, on en a quand même vu pas mal émerger, je pense qu'on y reviendra, le fruit d'une collaboration entre des mastodontes de l'audiovisuel, ces trois groupes français, France Télévisions, dont tu viens, TF1 et M6. Et donc l'idée aujourd'hui un peu de cette discussion, c'est de revenir sur le lancement de Salto qui est intervenu le 20 octobre. Le 20 octobre dernier, exactement. Et donc après quelques mois, revenir notamment sur la genèse. C'est encore un peu tôt, donc on verra si on peut avoir quand même quelques chiffres, un peu de voir ce que vous voulez par rapport à vos objectifs, mais surtout revenir sur la genèse du projet qui est quand même un peu une première dans un monde qui est hyper concurrentiel dans l'audiovisuel. Je trouvais ça assez intéressant et donc ça faisait longtemps que je voulais faire cet épisode. Donc je suis vraiment ravi de le faire pour ce premier de l'épisode de l'année 2021. Rapidement quand même, je voudrais revenir sur Daniel, sur ton parcours parce que je pense qu'il est assez intéressant et que il permet un peu d'esquisser aussi la genèse de quelque part de Salto. Donc en quelques minutes, toi tu viens d'un parcours plutôt de consulting, hein, dans un grand cabinet. T'étais chez Greenwich, donc déjà dès le début très spécialisé dans les médias. Absolument. Puis racheté par EY et après ton arrivée chez France Télévisions. Est-ce que tu peux nous raconter en quelques minutes ce parcours? Et alors, ce qui m'intéresse surtout, c'est c'est au-delà de la partie Greenwich, c'est que t'as quand même été témoin de la transformation des médias et donc à un certain niveau. Puis ce qui m'intéresse après, c'est la mission que tu as fait chez France Télévisions, où tu n'étais pas salarié chez France Télévisions. J'imagine que ça avait peut-être aussi un intérêt pour eux. Mais est-ce que tu peux nous raconter un peu cette période fin de Greenwich, puis ton arrivée chez France Télévisions et toute la transformation que tu as pu y voir? Ouais, bien sûr. Effectivement, je suis une vieille consultante, hein, on peut dire ça. J'ai eu un long parcours dans le conseil où je me suis spécialisée sur l'industrie des médias et sa transformation. J'y suis arrivée un peu par hasard ou par envie, puisque j'avais fait une thèse en économie sur la transformation de la presse. Et je l'ai faite tout en étant consultante. Donc quand j'ai soutenu ensuite ma thèse, je suis restée chez Greenwich Consulting, en effet, qui était déjà une boutique de conseil en stratégie spécialisée dans les télécoms et les médias. Et donc voilà, j'ai choisi de poursuivre un peu ce travail en lâchant un peu l'académique et puis en essayant de le toucher par des projets concrets. Et effectivement, j'ai commencé un peu ce travail dans l'industrie de la presse, puisque c'est quand même la première qui a pris la vague du numérique de plein de fouet. Donc c'est là où on avait les premiers projets. On a accompagné de grands groupes comme Prisma par exemple, ou quelques groupes de la PQR comme Sud-Ouest. Bon, voilà, on a vraiment fait des missions vraiment très très intéressantes sur la transformation des organisations, des rédactions, les plans stratégiques vers le numérique, et c'était à la fois très enthousiasmant, on avait vraiment l'impression d'être utile, et en même temps, il y a eu beaucoup de missions, on a rencontré des très fortes frustrations, de voir des groupes frileux ou
ne pas sentir l'urgence de bouger autant que nous le voyions. Ouais, c'est souvent un peu la frustration du consultant. Consulting. Hein. Exactement. On met plein de recours en place, plein de stratégies, et puis oui, derrière, tout n'est pas vraiment fait. Ça peut être frustrant. Donc effectivement, il y a eu un moment où c'est senti le besoin probablement de ma part de basculer de l'autre côté de ce point de vue-là. Et effectivement, chez Greenwich, passé la phase très presse, on a eu beaucoup de missions en radio aussi et en télé. Mais effectivement, c'est le moment où je suis arrivée chez France Télévisions il y a peut-être 4 ans maintenant, en mission pour travailler sur le projet de SVOD spécifique à France Télévisions. C'était déjà Delphine Ernotte qui était... C'était déjà Delphine Ernotte, c'était un des projets qui était dans son programme présidentiel. Ouais. Et qu'à l'époque, voilà, j'ai aidé à structurer et construire. Et par un jeu de chaises musicales un peu atypique, je me suis retrouvée moi-même à basculer côté France Télé, donc sans être à nouveau consultante, pour m'occuper de ce projet interne. Pourquoi ils ont pas pris quelqu'un en interne? C'est parce qu'ils voulaient vraiment ton profil? Est-ce que c'était quelqu'un qui venait de l'extérieur, qui serait pas salarié? C'est plus facile, ça passe? C'était devenu un peu mon bébé, ce projet, d'une part, et d'autre part, je pense que c'était des compétences probablement un peu atypiques, un peu polyvalentes qu'il fallait avoir sur ce... Un peu business, un peu politique, un peu technique... Un peu de tout. Un peu de tout, hein, c'est ça. C'est ça. Effectivement, quand on a un profil de consultant, on est assez généraliste. On sait un peu s'adapter à des situations atypiques. Du coup, je me suis retrouvée dans cette aventure, effectivement, avec enthousiasme et voilà, on l'a porté jusqu'à ce qu'il mute en salto. Parce que c'était pas du tout l'idée au départ. Quand toi enfin là c'est vrai une question. Je connais pas la réponse. Quand t'es arrivé chez France Télévisions sur ce projet de SVOD, c'était un projet 100% France Télévisions? Alors oui, mais clairement, la présidente, donc Delphine Ernotte, avait toujours en tête que ce projet devait être un projet de place. Et je pense que dans son esprit, l'idée c'était de dire si les autres ne sont pas prêts à y aller, on démarre et on verra. Très vite. D'accord, donc c'est quand même un peu le leader et on y va si vous voulez vous accrocher au wagon. Je pense que c'était assez atypique et moi c'est ce qui m'a plu, clairement dans cette vision stratégique. C'était atypique parce que c'était chez France Télévisions, dans un service public qui n'était pas forcément habitué à prendre des risques entrepreneuriaux. Non, bien sûr. On pensait que c'est un peu attentiste ou que c'est des exactement. Choses. Et donc finalement, je disais, à quel endroit sur le marché y avait-il un projet d'envergure avec un peu de moyens pour accélérer la transformation industrielle d'un groupe? À ce moment-là, c'était là. Donc c'est ça qui moi m'avait intéressée et de voir comment mon échelle petite puisque c'était un projet qui était moins ambitieux clairement que Salto, mais qui commençait à mettre en place les germes de ce qu'on est en train de développer et de voir prendre aujourd'hui sur Salto. D'accord. Et toi, par curiosité, comment t'es perçu quand t'arrives chez France Télévisions en venant d'un grand cabinet de consulting? Ça rejoint peut-être un peu la même question, mais est-ce que t'es vu un peu avec défiance en disant bon, c'est une mercenaire qui arrive, elle va mener son projet, elle a été recrutée peut-être directement par Delphine Ernotte, etc. pour sa mission, ou est-ce que non, t'es très vite intégré? J'essaie de voir si c'est ce mode de décision. Oui et non, c'est vrai que j'avais un profil atypique, c'est sûr. Tu t'es intégré directement mais dans l'équipe. J'avais travaillé aussi pour certaines des personnes qui étaient autour de moi, que je connaissais d'avant. Donc, ça s'est passé plutôt bien. D'accord. Bon, écoute, très bien. Et donc, le projet, effectivement, switch sur Salto, mais juste, est-ce qu'il y avait dans cette plateforme SVOD voulu des questions un peu de souveraineté, parce que je pense que s'il y a quand même derrière Salto, au-delà du modèle d'une économie, d'un modèle économique, il y a une question de souveraineté. Il était de se dire, on voit arriver un peu les grands canaux de distribution, les grandes plateformes, etc. Est-ce que nous, on doit développer notre propre service de VOD, au-delà de se dire, on doit mettre nos contenus à disposition?
Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on parle beaucoup de souveraineté culturelle, on parle de souveraineté tout court et la crise du Covid a accéléré cette tendance, donc tout le monde se la revendique de manière hyper forte. Ouais. Je pense qu'à ce moment-là, on mettait pas forcément ces mots-là dessus. Par contre, il y avait un double constat. Le premier, c'est que on voyait que ce marché de la SVOD allait prendre énormément de place, qu'il était très dynamique. Et il y avait une posture à la fois offensive et défensive, c'est-à-dire qu'il y avait une opportunité de développement business, très clairement, puisque un business d'abonnement assez vertueux finalement, et non porté par la publicité, donc intéressant comme développement annexe à l'activité, et en même temps assez défensif, puisqu'on commençait quand même à voir, même il y a 4 ans, que l'audience, petit à petit, allait se déporter vers ce type d'usage, très avantageux quand même pour l'utilisateur, puisque finalement proposant ce fameux atawad, c'est-à-dire je consomme où je veux, quand je veux, sans les contraintes de la télévision, horaires, publicitaires et autres. Donc il y avait quand même un intérêt à défricher le sujet qui était très clair, et en même temps, du fait, je pense, de la position particulière de France Télévisions dans le domaine de la création française, hein, puisque c'est aujourd'hui le premier contributeur à la création en fiction, en documentaire en particulier, de se dire que finalement cet argent qui était investi dans la création passait la fenêtre de replay, se trouvait nulle part, ou à quelques exceptions près. On a beaucoup parlé de 10%. Voilà, il y a quelques fictions l'arbre qui cache la forêt, exactement, sinon ça disparaît. Sur les plateformes. Il n'y a plus rien. Après le replay, l'œuvre disparaît. Et on avait fait un exercice qui était de regarder les tops des audiences en France en télé. Effectivement, sur ces top audiences, on avait une situation qui s'était renversée, puisque il y a 5-10 ans maintenant plutôt, ces tops étaient occupés par des grandes fictions américaines. On pense à Lost, par exemple, qui avait des gros cartons d'audience il y a quelques années. Aujourd'hui, quand vous regardez les top audiences, c'est quand même clairement des fictions françaises qui donnent le haut du pavé, puisque aussi la fiction française est de meilleure qualité qu'il y a quelques années. Et donc, il se passe quelque chose. Mais sur ces tops, vous aviez très peu d'occurrences qui étaient disponibles sur les plateformes SVOD américaines. Et c'est normal, c'est pas leur métier. Donc, on s'est dit, ce dont ça devrait être le métier... Pourquoi c'est pas leur métier ? Enfin, ça peut être c'est leur métier, c'est distribuer du contenu. Alors, on va les forcer, d'une certaine manière, maintenant, avec le nouveau décret, à ce que ce soit un peu plus leur métier. D'accord. On va y revenir, parce que c'est vrai que le sujet, un peu des droits, quand même, le métier des grandes plateformes et leur business model, c'est détenir un portefeuille de droits et d'exploiter de manière mondiale avec ces effets d'échelle qui permettent de faire en sorte que ce modèle tienne la route aussi. Ouais. Donc avoir des îlots comme ça locaux de développement spécifique locaux sur un marché donné, un peu peut-être, mais beaucoup, économiquement il y a un sujet. Ouais. Donc effectivement on s'est dit il y a un pan énorme finalement de la création qui est hyper consommé en France, et quand même la télé c'est une consommation qui est très majoritairement locale, historiquement. Ce qu'on consomme beaucoup en France n'est pas exactement ce qu'on consomme en Allemagne ou autre, donc on sent quand même qu'il y a un terreau local hyper fort. Et bien ça, sur les plateformes, ça n'existait pas. Il y avait eu quand même quelques initiatives. Il y avait des plateformes françaises. Alors, je me trompe dans les dates, mais des MyScreen, des Molotov qui existent encore, Alors, tous ont des spécificités différentes. Typiquement, Molotov propose une offre de live. Ouais, principalement c'est de la télé, c'est du live. Alors avec une ergonomie, un produit qui est assez génial, qui a été innovant au moment de son lancement très clairement, mais très centré sur le live. Et n'étant pas lui-même acquéreur ni financeur de la création. Ouais, donc c'est vraiment un pur distributeur. Ouais, donc c'est un autre business. Et après, il y a plein de business de niche. Les plateformes de jeunesse, par exemple, qui se sont développées comme Tfou, Gullimax, ou dans le cinéma avec Filmo TV. Mais
pas de plateforme locale d'envergure et effectivement les acteurs qui sont à la manœuvre et qui sont aujourd'hui financeurs de la création française, c'était à eux finalement de mettre en scène aussi cette création et de la rendre désirable et moderne avec les nouveaux usages et de répondre à quand même ce mouvement de fond qui est fondamental. D'accord. Et donc ça c'est ce que vous vouliez faire chez France Télévisions. Que les autres suivent ou pas quelque part, mais en tout cas c'était un projet de démarrer. Voilà, pour le démarrer. Et à quel moment ça se transforme en vrai projet collaboratif? Alors je pense qu'il y a une bascule au moment de la négociation des chaînes privées avec les opérateurs telco. Et donc finalement, les chaînes privées qui voulaient se faire rémunérer par les telcos pour pouvoir qu'ils puissent les distribuer. Ouais. Je pense qu'il y a eu un moment où nous, France Télé, on s'est bougé sur ce projet avec une approche très SVOD, effectivement, en rachetant des droits pour pouvoir enrichir finalement la proposition de télévision en proposant des avant-premières, l'intégralité des fictions disponibles à l'antenne, etc. Mais en étant très centré sur quand même un usage et un public France Télé. Donc voilà. Et de l'autre côté, une approche menée par les chaînes de télévision privées qui était de dire, avec finalement ces packages autour de la distribution du signal et d'un replay un peu enrichi, d'avoir une approche plus B2B tournée vers les opérateurs telco. Et chacun ayant mené un peu ces approches disjointes, mais mettant finalement touchant du doigt la fragilité que chacun pouvait avoir de manière isolée, soit face aux grandes plateformes internationales, soit face aux opérateurs aussi, telco, qui sont très puissants et qui sont aujourd'hui les principaux intermédiaires quand même de la consommation de télévision, hein, puisque 2/3 de la consommation de télé passe par les box. Hein, exactement. Du coup, voilà, ça a amené cette discussion et le deal Salto du 15 juin 2018, hein, c'est une longue histoire déjà. Ouais, j'imagine. Voilà, faisait la synthèse un peu de ces deux approches en proposant voilà un produit commun. C'était l'idée et c'est ce qui avait été notifié ensuite à l'autorité de la concurrence, qui fait la synthèse de ces deux approches. Et c'est pour ça, je pense qu'il y a quelque chose d'atypique dans Salto par rapport au marché, et que c'est pas simplement une plateforme de SVOD. C'est vraiment une approche où on a à la fois la distribution des chaînes et services, et un enrichissement qui est proposé avec la SVOD. Et c'est bien, voilà, la rencontre de la télé et du streaming qu'on retrouve au sein de Salto. Et voilà, c'était ce projet-là qui a été notifié à l'autorité de la concurrence il y a maintenant un peu plus de 2 ans. D'accord. Et toi, tu as participé directement à ces discussions. Absolument. Puisque tu étais très en amont. Et c'est des discussions qui se font. Alors, il y a la technique, mais par directement les PDG, directeurs de chaînes de groupe. Ça doit être des bonnes discussions quand même, parce qu'on est. Bon, c'est pas la première fois que vous discutez évidemment, mais tu te dis voilà, réunir du public, du privé, des vrais concurrents. Honnêtement, c'était dingue. Tu sens que tu vis un moment un peu quand même exceptionnel, une vie professionnelle quand tu vis un truc comme ça. D'autant que honnêtement, on a compté, il y a eu 13 discussions qui ont eu lieu comparables d'alliance entre les acteurs 10 ans auparavant en fait. D'accord. Il y a eu tous les ans sujets, non, pour créer une plateforme commune. Il y a eu 13 discussions avant d'arriver à celle qui parlait de Salto, qui figeait le cadre un peu. Alors avec parfois TF1 M6 tout seul, parfois avec Canal, parfois avec Orange, parfois avec France Télé. Enfin, il y a eu plein de tentatives, parce que finalement ce qui est en train de se passer sur ce marché, ça fait des années qu'on est en train de le voir arriver. Oui. Après, la notion d'urgence, pourquoi à ce moment-là quand la menace se fait encore plus grande, j'imagine. Il y a ça, et puis je pense qu'il y a probablement une entente ou quelque chose qui s'est cristallisé autour des personnes qui étaient autour de la table. Donc, ça c'est fait. À un moment donné, je pense que c'est impossible d'imaginer que ce soit pas le cas. Oui. Et oui. D'accord. Mais effectivement, on était dans cette salle là, je vais appeler ça le loft, hein, parce qu'on y a presque dormi pendant 6 semaines. Hein, ça a été assez intense. Chacun cornaquait son directeur juridique, son conseil, enfin parce que c'est du coup les sujets concurrents c'était tout de suite très présent. Mais non, c'est une expérience marquante. Non, mais c'est clair. Et là, aujourd'hui, bon, alors maintenant c'est lancé, ça doit être un peu plus simple parce que vous êtes dans l'opérationnel, mais comment ça se passe, grosso modo, avant qu'on parle vraiment de Salto, de l'offre, etc.,
c'est un sujet qui m'intéresse. Là, au niveau de la gouvernance, parce que là, tu parles de concurrence, de dire, là, aujourd'hui, ça avance comme une société efficace, ou est-ce que chaque décision, elle doit être un peu validée? Vous avez une espèce de mode de fonctionnement, parce que donc, je le rappelle, TF1, M6, France Télévisions, est-ce que sur chaque pôle, chaque décision, vous devez avoir une espèce de majorité, ou c'est un accord? Comment ça se passe? Je peux pas dire que c'est simple. Non, de toute façon, je pense je peux pas dire que c'est simple, mais peut-être. Mais ça marche. Alors, c'est mon métier. De justement faire en sorte que ça n'affecte pas trop les équipes opérationnelles. Ouais. Parce que, de fait, même si on est une petite entreprise, ça a aujourd'hui une 40aine de salariés, on est à peu près... Start-up. Ouais, start-up, 70. Vous voyez comme une start-up d'ailleurs, un peu. Il y a un esprit un peu différent de ce que tu voyais chez France Télévisions. Vous n'êtes pas dans les bureaux. Non, on a des locaux à part. On est une société totalement indépendante. On a à peu près aujourd'hui 70 personnes avec les stagiaires, prestats, etc. qui travaillons sur des sujets soit purement marketing, produits et contenu, en plus de mon service qui est plutôt un service support. On n'a pas pu s'appuyer sur nos maires pour justement ces services support parce qu'on est complètement coupé de nos maires, d'où l'existence même de ce secrétariat général qui rassemble toutes ces fonctions. Et toute la partie technique est délivrée par Bedrock, qui est une filiale du groupe RTL et du groupe M6, qui réalise aujourd'hui la plateforme sur laquelle on se développe. Donc Salto, c'est vraiment les deux pattes marketing contenu. D'accord. Effectivement, la difficulté opérationnelle qu'on a à gérer, elle est héritée finalement des engagements qu'on a pris auprès de l'autorité de la concurrence pour faire exister Salto. Et ces engagements sont contraignants. Voilà, il n'y a pas d'autre manière de le dire. Je pense quand on a dealé ça, je pense qu'on a pensé pouvoir vivre avec. Et de fait, on vit avec, et on continue à se développer dans cet univers de contraintes. Mais quand on pense que nos illustres concurrents font à peu près ce qu'ils veulent, oui, on reporte quasiment à personne et ça doit aller. C'est assez fou comme situation. Mais voilà, les univers de contraintes, il y en a 4-5 qui sont très clairs. Le premier, c'est que Salto doit pas être un univers de coordination entre les maires. Donc ça affecte directement la gouvernance. Ça veut dire que grosso modo, quand on a les 3 parties autour de la table, il faut forcément que ce soit dans un organe de gouvernance. Donc notre comité d'audit qui a plutôt à traiter des sujets de structure et notre conseil de surveillance, on a les 3 présidents notamment autour de table et qui gèrent les aspects de développement de Salto. Quand on est dans ce genre de situation-là, il y a un ordre du jour, il y a une présentation, il y a quelque chose qui est revu dans le détail par le mandataire qui contrôle l'application des engagements concurrence et sur tous les sujets sensibles sur lesquels on porte des engagements, notamment nos acquisitions de contenu et la distribution du signal. Sur tous ces sujets-là, tout doit être regardé au cordeau pour être sûr que tout est conforme aux engagements et il y a tout un tas de sujets qu'on ne peut pas aborder. Donc typiquement, quand le conseil de surveillance se réunit pour discuter des investissements dans les programmes de Salto, qui est quand même un sujet ultra stratégique, il faut que toutes les données soient suffisamment agrégées pour que nos interlocuteurs ne soient pas en capacité à identifier un coût horaire, à identifier à qui on achète. Enfin, c'est parce que il y a toujours une suspicion, d'une certaine manière, de favoriser ou de... Voilà, ou bien puisque les maires elles-mêmes sont actives sur ces marchés, qu'elles aient une information par ce biais qu'elles puissent utiliser sur ce marché. Donc, c'est à la fois, il y a des sujets de gouvernance entre les maires qui seraient, complètement en dehors des questions de concurrence, mais là où c'est fou, c'est que les maires sont peu actifs sur le marché de la SVOD. Oui. Aujourd'hui, c'est Salto qui est actif sur le marché de la SVOD, et pourtant, on est hyper contraint sur ces aspects, et ça crée des situations totalement ubuesques dont on n'a pas idée. Non, mais je l'imagine, on lit un peu entre les lignes, le côté un peu parano et puis très très technocratique, c'est-à-dire que chaque chose doit être revue, validée. Plein de fois, on se dit honnêtement que un entrepreneur pur jus pris dans la machine de ce qu'on est en train de faire aujourd'hui aurait pas pu supporter, en fait. Non, mais c'est ça. Mais voilà, moi, je prends vraiment mon job comme l'idée d'absorber cette contrainte pour faire en sorte que vraiment le développement de Salto sur tous les autres aspects
soit vraiment celui d'une start-up en développement, Ouais. et que on arrive à que faire les équipes ne sentent pas ça, ne sont pas affectées au maximum. Alors elles sont alertées, formées sur les engagements, parce qu'on on a tous signé des NDA à rallonge et très contraignants. Donc il faut qu'elles aient quand même en tête que voilà, tous ces sujets de coordination entre les maires sont ultra encadrés, et sur les sujets sensibles qu'il n'y ait pas de problème. C'est notre responsabilité. Néanmoins, voilà, il faut que la boîte puisse se développer, et on a quand même des objectifs assez ambitieux. Donc voilà, il faut qu'on absorbe cette contrainte au maximum pour que les équipes puissent bosser. Ouais, que ça vous ralentisse pas trop, en tout cas. Alors, à ce stade, j'ai l'impression que voilà, on a vraiment abattu des montagnes. Donc, on est assez fiers quand même de ce qu'on a pu faire dans ce contexte. Parce que tu raconterais ça un peu en disant voilà ce qui va se passer, tu dis mais en fait c'est vous à l'échec. Enfin, ça n'arrivera jamais, ils n'arriveront jamais à sortir de terre. Ils se sont mis dans un cadre trop contraignant. Et non, vous l'avez fait. Et... Ouais, on a pris la contrainte et on l'a affrontée. Bon, écoute, donc effectivement, je voyais, j'avais une question qui était un peu la gouvernance, comment Salto fait des ponts entre les trois acteurs, est-ce qu'il y a de l'exploitation de la donnée, etc. commune, mais en fait, la réponse, elle est non, quoi. C'est très fermé et complètement. Et même, je dirais, la communication du nombre d'abonnés de Salto, elle se fait de manière très confidentielle auprès d'un nombre déterminé de destinataires. Même dans l'équipe de Salto, par exemple, ça c'est des communications qui sont vraiment verrouillées, ultra sensibles à qui oui, on fait très attention. On fait très attention en interne et avec nos maires sur ce sujet. Donc je pose la question, c'est toi qui as parlé du nombre d'abonnés, vous en êtes où du nombre d'abonnés? Alors c'est vrai qu'il y a eu pas mal de j'ai vu du 100 000, on a parlé de 40 000 différents articles entre les abonnements, les tests gratuits. Vous en êtes où après quelques mois de lancement? Alors, je peux pas faire de réponse plus précise, malheureusement, que cette com, effectivement, qui a eu lieu 3 semaines après le lancement. On sent qu'il se passe quelque chose autour de ce projet et que ça démarre pas petit. Ouais, donc ça c'est donc voilà, donc pas de chiffre plus que ce que les fourchettes que j'ai eues, mais c'est au-dessus de vos objectifs. C'est au-dessus de nos objectifs. Et c'est pas un effet d'annonce au début et puis ça retombe, etc. Non, ça continue. D'ailleurs, comment vous communiquez sur Salto auprès du grand public? Quel plan de com, quels moyens vous avez pour faire de l'acquisition, parce que c'est quand même absolument. Ouais, tu lances un service, l'acquisition, ça doit être ton cheval de bataille. Alors il y a le contenu évidemment, il y a le produit, mais après il y a l'acquisition. C'est un sujet important, puisque même dans la conception du projet de Salto, on sent bien que par rapport aux plateformes internationales, l'intérêt de faire Salto quand on est en France et sur un marché uniquement français, qu'on ne peut pas faire levier à l'international, c'est de faire jouer finalement des synergies à la fois avec nos maires sur l'univers des contenus autant que possible et sur la capacité de promotion. Bah oui, t'as une puissance de chaîne qui normalement, tu touches en fait, tous les Français. Les deux principaux postes de dépenses d'une plateforme de ce type. Oui. Sur les contenus, nos maires sont elles-mêmes investissent dans la création. Donc évidemment, nous, quand on rachète les droits SVOD derrière, c'est une toute petite partie évidemment de l'investissement dont il s'agit et sur lesquels on complète, si j'ose dire, l'enveloppe. Mais le gros de l'effort, évidemment, il est fait en amont par nos maires pour investir dans toutes les fictions et pour produire, etc. Et par ailleurs, sur la partie effectivement de promotion, puisque c'est ta question, il y a évidemment plusieurs leviers. Il y a le levier de télé qui se décompose en deux. La publicité, et là effectivement on a un budget de publicitaire qu'on dépense essentiellement chez nos maisons mères et qui doit être acheté à des conditions de marché. J'allais demander. Sans discount, ça fait partie des engagements qu'on a pris auprès de l'autorité aussi. Et ça c'est donc c'est quoi? C'est pour respecter. Parce que si à partir du moment où il y a quand même TF1, M6 et France Télévisions, vous pourriez payer à prix discounté ou non, ça donnerait des indications par rapport au prix, etc. On est à des prix de marché, c'est tout ce qui est... C'est tout ce qu'on doit retenir, c'est l'obligation d'acheter au prix de marché. Exactement. Et donc là, c'est effectivement ce qu'on fait. Mais c'est les plus cher parce qu'en fait, un prix de marché, après, tu peux négocier en période de crise, etc. Tu peux négocier, on passe par une... mais vous n'avez pas le droit de négocier. Par une centrale d'achat, enfin voilà, mais on n'a pas de passe-droit particulier. Voilà. C'est une partie du budget.
Après, il y a une partie de ce qu'on fait et qu'on a vu probablement aussi si vous regardez la télé. Alors, il y a plein de gens qui regardent plus la télé. Non, mais je regarde pas la télé, donc en fait, j'ai peut-être loupé plein de campagnes pour Salto, ça qu'on se le dise, mais c'est vrai que mais voilà, il y a eu énormément de campagnes de promotion qui ont été faites. Donc ça faisait partie pour le coup des choses qu'on a obtenues dans notre négo auprès de l'autorité de la concurrence. C'est effectivement notre capacité la capacité pour les maires de faire la promotion des programmes de leur SMAD, donc de Salto. Donc on ne peut pas faire de promotion pour Salto en tant que distributeur, plateforme, donc. Par contre, sur les programmes, on peut. Donc ça, on l'a du coup bien analysé, bien bordé, ça fait des mois de discussion, mais à la fin, au moment du lancement, on a pu, par exemple, mettre en place des campagnes de promo pour expliquer que on lançait tel inédit ou telle avant-première de tel ou tel programme sur les antennes, et donc ça, c'est un levier effectivement très puissant. Et enfin, il y a toute la campagne digitale qui accompagne tout cet effort. Donc là, il y a toute une équipe qui bosse à la perf sur les leviers d'acquisition abonnés et une partie sur le social. Voilà. Ouais. Donc tous les leviers ont été mais effectivement là où c'est atypique pour Salto et puissant, c'est ce levier promotionnel télé, à la fois en pub et en promo, sur lequel on travaille beaucoup. Ouais, bah oui, j'imagine. Ça c'est intéressant. Sur Salto justement, parce qu'on a parlé de la genèse, on a parlé là de la promotion, mais comment ça s'organise? Qu'est-ce qu'on trouve dans Salto? Pourquoi c'est pas un Netflix, au-delà du fait que ce soit des contenus français, etc. Mais qu'est-ce qui fait que, si tu dois le présenter, le pitch qui fait que c'est pas le Netflix à la française, justement? Ouais, alors, effectivement. Que t'as dû entendre un milliard de fois, que tu dû l'expliquer un milliard de fois. Non, mais alors, par exemple, le truc c'est tellement fort comme image que les gens, je pense qu'il y en a beaucoup qui retiennent encore ça, et je sais que c'est pas ça, et donc, qu'est-ce qui fait cette différence? Écoute, ce qui est marrant, c'est que pendant la négo de 2018, le premier deal, on s'est dit, on ne veut pas être présenté comme le Netflix français pendant des mois avant d'être autorisé, donc il faut un nom. Alors là, c'est pas mal parce que quand même le nom a imprimé avant qu'on soit lancé. Ouais. Mais du coup, on a choisi de tout de suite annoncer un nom parce que si on était un projet, je sais pas moi. Ouais, c'est un projet dans un carton parmi d'autres, effectivement. Exactement. Ça manque d'une âme et donc ça a permis quand même de cranter le nom. Mais avant même de parler du Netflix français, on était la plateforme de Joséphine, de Louis Labrocante et je ne sais quelle joyeuseté. Et encore, là où c'est marrant, j'y reviendrai, mais quand on voit les consommations sur la plateforme, ces marques-là, en replay, même sortent très fort. Oui. Pas Louis Labrocante, mais Joséphine. Mais Joséphine, Ange Gardien, oui. Elle sort très fort, parce que l'usage est très fort. Donc, dès que vous proposez, évidemment, une offre de replay, Joséphine va sortir. Et c'est pas infamant, en fait. Bref, peu importe. Mais effectivement, sur le positionnement de Netflix à la française, je pense que c'est erroné parce que, comme je le disais tout à l'heure, sur Salto, on a deux métiers. On a le métier de proposer l'univers de la télé. Donc là, on a une trentaine de chaînes. On a mis les chaînes des trois groupes, y compris certaines chaînes thématiques d'ailleurs. Donc il y a Paris Première, les chaînes jeunesse par exemple, Histoire, qui se retrouvent aujourd'hui sur Salto, leur replay. Et à côté de ça, en fait, on a travaillé en poupée gigogne, c'est-à-dire qu'il y a aussi une offre de streaming qui accompagne cette offre de télévision. Et donc, sur Salto, il y a vraiment, on dit le meilleur des deux mondes, mais cette rencontre entre cette offre de télévision et une offre de SVOD. Et la manière dont on a travaillé l'offre, elle a travaillé une notion qu'on avait en germe dans notre projet France Télé, mais qu'on est en train de développer très fort et qui reçoit vraiment un retour très positif des utilisateurs. C'est une notion qui n'existe pas à ce stade sur les plateformes, qui est une notion de télévision enrichie. C'est-à-dire que sur un rêve, la télévision enrichie, enfin beaucoup de gens cherchent après ça, quoi. Eh bien, en tout cas, pour quelqu'un qui est appétant à ce type d'usage, ça permet d'aller plus loin que l'innovation qui a été faite dans le passé, qui était celle du replay. Ouais. Parce que finalement, le replay limite dans le temps, il y a beaucoup de publicité, enfin donc il y a quand même beaucoup d'irritants encore. Il y a déjà une première libération, entre guillemets, par rapport à l'usage télé classique où il faut se mettre à heure précise devant la télé. Mais là, on va un cran plus loin, c'est-à-dire que par exemple, sur une fiction donnée, on peut avoir cette fiction disponible en avant-première sur Salto.
Alors, ça dépend du type de fiction, mais par exemple, on a mis toutes les fictions quotidiennes 2 jours à l'avance sur Salto. On est en train de faire plein de tests. Les fictions quotidiennes, pardon, c'est... Par exemple, Plus belle la vie, Demain nous appartient. Ici, tout commence, la nouvelle fiction de TF1. Elles sont disponibles 2 jours avant sur Salto. On a... D'accord, ça c'est fort, ça, quand même. C'est fort, et on a commencé à le faire sur plein d'autres programmes. On a mis L'amour est dans le pré 7 jours avant sur Salto. On a mis Les princes et princesses de l'amour. Ouais. Les téléréalités comme ça, on fait des tests, on les met 2 jours avant sur Salto. Et ça prend énormément parce que vous êtes sur des publics hyper captifs, hyper addictifs. Et ça, les mères, non, mais elles le voient d'un bon œil, parce que j'imagine qu'il y a des équipes qui s'opposent un peu, qui ont chacun leur propre intérêt, mais... Écoute, je pense que Salto, c'est un lieu d'expérimentation. On a encore pour l'instant un petit bassin d'abonnés. Oui. Quand même être, donc, tu ne menaces pas les revenus publicitaires à ce stade. Live. Et à ce stade, c'est pas du tout le sujet. Et on commence à tester des choses intéressantes. Et par ailleurs, c'est des fenêtres qu'on achète. C'est des fenêtres, une nouvelle fenêtre, une première fenêtre d'exposition finalement, et qui apporte aussi un peu d'argent. Donc ça, on est en train de le tester. On le fait aussi pour des fenêtres plus larges, pour des fictions. Donc par exemple. Là, on a Sam, qui est une fiction qui est sur TF1. Il y a la dernière saison qui arrive à l'antenne. Elle est en avant-première sur Salto, plusieurs semaines avant sa diff. On a fait pareil avec La Promesse il y a pas longtemps. Ils étaient 10, qui était aussi une fiction qui va arriver sur M6 dans quelques mois. On sait pas exactement quand. C'est vraiment des mois à l'avance. Là, c'est même plus 2-3 semaines avant. Ouais, c'est un autre calendrier. Vous avez l'exclusivité. On a l'exclusivité pendant une période de temps donnée. La fenêtre, du coup, plus elle est longue, plus évidemment ça coûte cher. Est-ce que ça permet aussi de tester, peut-être à aparté, mais de tester d'un point de vue prod un format, un montage, etc. et réajuster le tir, ou non, non, parce que le produit, le programme est fait, mais non, par contre, ça permet probablement de faire parler du programme, de faire monter la musique dessus, aussi avant sa diff. Petite communauté peut-être à un moment donné. Il y a les deux choses interagissaient très bien, puisque on savait déjà avant de se lancer dans cette histoire de télé enrichie que un programme, quand il passe à une antenne, il crée une appétence particulière. Vous avez des flux, par exemple sur certains films, de consommation en TVOD qui existaient parce qu'un film était passé à l'antenne. Donc la personne n'avait peut-être pas vu à l'antenne, mais comme elle entend parler du film, ça lui fait penser, elle se dit « Ah bah tiens, j'ai envie de le revoir, j'y vais ». Et voilà, ce phénomène-là, finalement, qui est assez imperceptible. On est en train de creuser, de tester des choses. Donc ça, avec cette notion d'avant-première, mais aussi avec, surtout presque, la notion d'intégrale, c'est-à-dire que à un moment, quand un programme est diffusé sur une antenne, eh bien, vous êtes sûr que sur Salto, il y a tout. Non seulement la saison en cours en intégrale, mais toutes les saisons antérieures, si elles existent. Ce qui fait que si vous avez raté, par exemple, le fameux Sam dont j'avais parlé tout à l'heure, il y a une promo de dingue qui est faite sur TF1 pour dire « Regardez la nouvelle saison de Sam ». Ben nous, à ce moment-là, on est capable de dire « Ah ben t'as raté tout ce qu'il y avait avant, le programme t'intéresse, tu peux tout binger sur Salto ». Et il y a que chez vous qu'on peut le faire. Donc cette notion de télévision enrichie, je pense qu'elle est très puissante. Alors évidemment, à l'échelle de France Télé, elle aurait été à la mesure de ce qu'est simplement l'écosystème d'utilisateurs, d'univers de France Télé. Là, on le fait sur tous les contenus de télévision majeurs. Donc il est en train de se passer quelque chose autour de Salto avec cette offre-là qui est super intéressante. Et alors, je ne veux pas dénigrer le reste, parce que tout se tient en fait dans la composition de l'offre de SVOD en dehors de cette notion de télévision enrichie qui a été faite sur la plateforme. Il y a 2 grands pans. Le premier qui est vraiment d'exposer les grandes marques de télé, qu'elles soient françaises ou pas, des 5 dernières années. C'est pour ça qu'on va trouver sur Salto toutes les grandes marques de fiction française. Je reviens à mon histoire on retrouve plus les trucs passés la date de replay. Donc voilà, par exemple, Le Village français, Candice Renoir, toutes les grandes fictions, les grandes marques, finalement, qui ont été exposées et qu'ils ne peuvent plus qu'ils ont peut-être pas vu, elles sont en exclusivité sur Salto. Et on le fait aussi sur certaines marques américaines sur lesquelles on arrive à se positionner. Par exemple, The Office est chez nous. La version américaine ou la version anglaise? Américaine. Ouais. Parks and Recreation, Desperate Housewives, Downton Abbey. Donc vous avez ces grands classiques aussi, quoi. Voilà, exactement. Parce que c'est aussi des gens qui aiment la télé, qui se repèrent avec ces marques-là, qui sont des marques
vraiment repères. Doudou, disent certains de nos collaborateurs. Ah ouais, c'est des marques doudou. Non, mais je vois bien. Et en tout cas, ouais, c'est l'impression que il faut les avoir pour avoir, c'est un peu le minimum. En tout cas, les gens s'attendent à retrouver ça ou sont contents de retrouver ça. Ça donne un peu de cachet. Ça pose effectivement le standard de qualité aussi qu'on est capable de délivrer. D'accord. Et donc enfin, pas que du contenu français, en tout cas, même si c'est en grande majorité. Non, et par contre, ne vous interdisez rien sur le contenu. Non, et puis il y a vraiment l'idée de faire une sélection qui doit plaire au public français. Ça veut pas dire que c'est du contenu 100% français. C'est clair qu'il y a sur Salto plus de contenu français qu'ailleurs, mais pas que. Et voilà, notre angle, c'est vraiment de toucher le public français, de lui parler avec les angles effectivement qui lui conviennent, de pas avoir des strates proposées sur la plateforme qui soient simplement traduites à une échelle mondiale. Ouais, mais tu parles d'angles, etc. C'est parce que en fait, moi, j'ai un service SVOD, alors je suis abonné qu'à Netflix, mais c'est un simple catalogue, c'est-à-dire c'est un défilé de vignettes et de contenu. Vous, ça va au-delà de ça quand tu dis un angle, etc. C'est que il y a une éditorialisation, il y a quelque chose qui va au-delà de négocier un truc et puis de mettre les épisodes en liste et je clique sur play. Alors, il y a forcément des listes aussi chez nous, des playlists, oui, mais elles sont agencées, en effet, par une équipe d'éditeurs qui s'occupe de les angler et de les mettre en scène. On a des thématiques qui sont proposées tous les mois. Oui, est-ce qu'on peut imaginer des entrées, on a beaucoup parlé de ce truc, des recommandations selon ton signe astro qu'on avait fait au lancement. On avait fait des strates aussi selon l'esprit français, le râleur, le gastronome, etc. Et donc, en mettant en place, en exergue tous ces contenus qui correspondent un petit peu à ces caractéristiques. C'est juste des angles pour trouver le contenu sur la plateforme une manière de présenter et de se repérer et même aussi d'avoir un ton, d'avoir quelque chose qui donne envie, qui surprend. Et puis peut-être le dernier volet dont j'ai pas parlé sur l'offre, c'est qu'on va quand même chercher aussi des sélections d'inédits sur le marché. Qui font que alors c'est des contenus soit francophones, soit européens, soit parfois américains. Et là aussi, c'est des moteurs d'acquisition aussi pour les abonnés, au-delà de la notion de télé enrichie qui on pense est très attire et puis très fidélisante. On pense que la personne qui doit bâtir son usage autour de Salto, si on l'espère réussir ce pari de s'ancrer dans le quotidien des gens, il faudra aussi de temps en temps des contenus qui piquent, qui font parler et qui sortent un petit peu de cet univers purement télé. Et donc donc il y a aussi des propositions en ce sens qui sont intéressantes et dont on voit les répercussions aussi en com. Donc ça chaque brique de l'offre finalement trouve sa place et on tourne sur 10 à 15 000 heures, bientôt 15 000 heures dans le premier trimestre. Là, on va atteindre bientôt ce nombre d'heures sur la plateforme. 15 000 heures de contenu disponible. Voilà, qui rassemble à la fois cette offre de SVOD, le replay agrégé de chacune de nos mères, et l'offre jeunesse, puisqu'on agrège sur la plateforme Tefumax, Gullimax et Oku, qui composent l'offre jeunesse de Salto. Très bien. Il y avait un sujet en préparant un peu l'épisode sur justement les créations françaises, les décrets TASCA, etc. Et je voulais voir... Alors c'est un sujet un peu complexe, et je vois donc c'est qui oblige, tu le dirais probablement bien mieux que moi, mais qui oblige donc les chaînes à... alors notamment France Télévisions qui a un statut un peu particulier, mais à donc produire chez des indépendants, perdre les droits au bout d'un certain temps, et je sais que tout ça est un peu remis en cause. Est-ce que autour de Salto, de ces contenus, les décrets TASCA, c'est quelque chose qui est encore très présent et qui est un peu politique, vous essayez de faire bouger? Alors là, c'est plus chez nous, c'est chez nos mères. Et là, en fait, c'est... Et sur les droits, peut-être vous êtes un peu Alors on a forcément des implications. On a porté un peu ce discours, c'est sûr, mais d'avoir plus la capacité à être présent sur toute la chaîne de droits. C'est-à-dire que nos mères, aujourd'hui, effectivement, elles ont des droits qu'elles ont obtenus un peu plus étendus, notamment en FreeVOD ou en AVOD post-diff. Mais si elles veulent les droits de SVOD, il faut qu'elles les rachètent. Et donc, de fait, aujourd'hui, c'est Salto qui se positionne sur le marché de la SVOD pour acheter ces droits. Donc
n'importe quel acteur du marché, potentiellement, on pourrait le faire. Pourrait le faire. Et si ça changeait, justement, vous pourriez récupérer ces droits gratuitement, entre guillemets? Ça n'arrivera pas. Je pense pas à 100% en tout cas. Mais voilà, je pense que c'est un des sujets qui va être abordé dans le nouveau décret TNT, là, qui va être discuté probablement dans les prochains mois. Notamment parce qu'on a en face de nous des acteurs qui vont être encadrés par un autre décret, qui est le décret SMAD, là, qui vient d'être proposé par les acteurs institutionnels, et dans lequel les plateformes vont être obligées de dépenser, enfin si elles jouent le jeu, puisque la convention est facultative pour elles, mais si elles jouent le jeu, elles auraient donc cette obligation de dépenser 20 à 25% de leur chiffre d'affaires français en programme, soit en copro, soit en préachat, soit en production directement originale. Et du coup, effectivement, c'est un volume, vu le chiffre d'affaires qu'elles sont en train de faire, estimé, ça commence à être des sommes très, très importantes, et ça laisse envisager d'ici quelques années une vraie bascule sur le monde de la création française. Et on va voir se positionner des acteurs de ce type face aux acteurs traditionnels français. Alors, dans le décret SMAD, les droits max, c'est 3 ans. Donc, ça veut dire que sur ces droits-là, ils n'auraient pas le même modèle, a priori, que ce qui est pratiqué à l'échelle mondiale, où évidemment, ils ont les droits tout territoire, toute durée, sur une très très longue durée, tout support. Néanmoins, ça restera une partie réduite de leur catalogue exploité. Y compris en France, donc sur une toute petite partie du catalogue, ils n'auraient que 3 ans. Sur tout le reste, ils continueraient à effectivement avoir la main. Donc on a malgré tout, par rapport aux acteurs locaux, une asymétrie qui est totalement dingue. Bah oui. Donc effectivement, c'est un de nos sujets, et c'est surtout le sujet des maires à court terme, pour voir comment elles vont réussir à peut-être, je l'espère, obtenir un peu plus de production dépendante dans le cadre de ce décret. C'est clair, c'est assez complexe quand même. C'est vrai que j'essaie très complexe, de suivre ça et de voir les intérêts entre les rachats de TF1 qui a racheté Newen, c'est ça? Newen, exactement. Et Netflix qui effectivement, les acteurs qui eux ont absolument pas ce genre de problème. Est-ce que Netflix pourrait avoir à racheter comme vous tous les droits SVOD sur tous les programmes français? En fait, ils pourraient demain se dire tiens, on va faire une grande offensive sur du contenu français et proposer tout ça, ou est-ce que c'est des négociations qui sont exclusives sur le contenu? Alors, parce que ça bouge très vite, tu vois. Je vois maintenant ils vont faire des vidéos un peu à la brute. Enfin, les formats changent très vite. Une fois que t'as juste un produit, qu'est-ce qui les empêche demain de faire un salto? Légalement, rien. À ce stade, ils pourraient se positionner sur ces droits-là. Après, ce qui protège en partie nos maires, et un peu salto, c'est que pendant la période de diffusion, les droits sont protégés par ce qu'on appelle des holdbacks. Et donc, effectivement, finalement, le droit qui est possédé par TF1, admettons, ou France Télévisions au moment de la diffusion d'un programme, il est quand même protégé pendant sa diff. Et donc, il ne peut pas y avoir d'autres exploitations parallèles pendant cette période. D'accord. Donc, ce serait au-delà de cette période que, quelque part, les 3 ans qui pourraient. Qui a peut-être moins d'intérêt aussi, peut-être. Mais ça reste une protection limitée, mais elle existe. Mais elle existe. Ce qui est déjà pas mal. En termes de produits, je voulais juste revenir. Alors là, c'est plus pour l'anecdote. Donc, tu dis, le produit a été développé par une filiale de M6, c'est ça? Ouais. Tu peux revenir rapidement sur le produit, alors pas combien ça coûtait, etc. Mais je me souviens on avait pas mal parlé dans le marché. Il devait y avoir le rachat de la techno de Molotov. Comment ça c'est pas une rumeur, c'était le cas, je crois. Vous deviez, en tout cas, il y avait une négociation pour racheter la techno de Molotov. Est-ce que c'était un problème politique, économique, technique, peut-être? Le produit était pas assez bon. Sujet compliqué. Comme beaucoup de sujets autour de Salto. Oui. Non, Molotov, il y a clairement eu plusieurs discussions à différents moments, etc. Mais ça n'a pas été le sujet à la fin. Ouais. Côté France Télé aussi, il y a eu des discussions au moment encore où j'étais là-bas, et ça s'est pas fait. Je crois que ça s'est vu dans la presse. Et après, il y a eu l'épisode Altis, et puis après, bon bref. Donc,
voilà, finalement le choix s'est porté vers un autre acteur. En même temps, à ce moment-là, on a fait quelque chose d'assez construit. L'autorité de la concurrence, au moment de l'instruction du dossier, nous a donné la possibilité d'avancer sur le sujet technique à nos risques et périls, puisqu'ils pouvaient toujours interdire le projet. Hein. Oui, bien sûr. Mais on avait la possibilité d'avancer sur l'aspect plateforme. Vous aviez cette épée de Damoclès qui pouvait refuser tout le projet. Oui. Tout ça soit jeté du jour au lendemain aux oubliettes. Oui. Ouais. C'était notre sujet de 2019. Ouais, j'imagine, ça devait être un petit peu lourd. Mais en parallèle, effectivement, on a pu avancer sur ces sujets-là, alors qu'on ne pouvait ni travailler sur des sujets d'acquisition de contenu, ni sur des sujets clients. Tout le marketing, enfin tout ça, on l'a fait après la création de Salto. Mais par contre, la plateforme, on a mené un appel d'offres, on a interrogé plein de boîtes, on a eu un appel d'offres assez long, assez détaillé, sur la base d'un cahier des charges précis, etc. Et Bedrock, donc la filiale d'M6 RTL, s'est positionnée à côté des autres. Et finalement, on a décidé d'avancer avec eux, avec moultes analyses, etc. Enfin, ça a été fait de manière très encadrée, analytique. Très analytique, c'est le bon terme. Mais et donc aujourd'hui, vous ne maîtrisez pas le produit. En tout cas, c'est pas contrairement, j'imagine, à une start-up, à un Netflix quand il s'est lancé. Oui, c'est un prestataire et c'est un outil qui a été développé sur mesure pour Salto ou c'est un tu sais, comme, enfin, il y a des plateformes, je pense à VOD Factory, qui proposent des plateformes VOD un peu en marque blanche et un peu customisées pour Salto. Alors, c'est un peu l'idée. C'est un peu l'idée. Alors, Bedrock, c'est une boîte jeune, donc il y a quand même pas mal de choses spécifiques qui ont été faites au passage. Pour votre Néanmoins, voilà, il y a quand même un produit socle sur lequel on s'est appuyé pour pouvoir développer Salto. D'accord. Et ça vous permet quand même de l'agilité. Ça, c'est un truc que tu trouves au final un bon choix ou parce que. Alors, il y a eu beaucoup d'engagement de la part des équipes, forcément, puisque voilà, il y avait quand même un partenaire autour de table qui était partie prenante du projet. Donc, il y a un engagement de l'équipe de Bedrock qui a été total pour le lancement de Salto. Donc, et puis le lancement s'est quand même bien passé techniquement. Donc, en tout cas, on n'a pas entendu parler de problèmes techniques. Absolument. Donc, il y a évidemment des petits bugs, des machins, mais tout ça est en train de se régler. Ouais. Ça, voilà. Là où je pense qu'il y a quelque chose qui est intéressant dans le projet Bedrock, c'est que ils ont commencé à se développer à partir de petits clients du groupe RTL. Ils sont en train de développer là la plateforme de Vidéoland, qui est la plateforme du groupe RTL en Hollande. Donc il y a quand même un peu d'effet d'échelle qui existe grâce à Bedrock, et sur les aspects techniques où les coûts fixes sont monstrueux, voilà, je pense que ça a un intérêt fort. Après, voilà, c'est aussi une aventure entrepreneuriale, Bedrock, hein. Donc, oui, tu dis, c'est à côté de nous, jeune, etc. Donc, ils sont à peu près 300, ils sont à Lyon. Donc il y a aussi une histoire sympa qui est en train de s'écrire autour de ce projet à côté de nous. Et on est en train de grandir ensemble, donc on verra comment ça se passe. Il n'y a pas de déception, c'est pas trop contraignant et t'as pas l'impression de pas maîtriser le produit, en tout cas. Il y a plein de sujets, forcément. C'est un projet technologique, donc il y a évidemment plein de sujets, mais en tout cas. Et si ça cartonnait Salto, ça peut être un sujet à un moment de redévelopper votre propre plateforme, d'intégrer un CTO, des développeurs et de se dire. Ouais, il y a plein d'autres idées, mais effectivement, on commence à y réfléchir, mais oui, ça sera un sujet. Pourrait avoir du sens, en tout cas, s'il y avait un énorme succès derrière, maîtriser son produit. Bon, après, il y a les sujets politiques. Ici, Bedrock peut-être pourrait être intégré. Il peut y avoir plein de choses, en tout cas, effectivement. Oui, il y a plein d'idées. Mais on verra comment ça évolue, effectivement. Écoute, exactement. Je pense qu'on arrive au bout de cet épisode. Toi, donc ça fait un moment que tu bosses sur Salto. C'est quoi ton premier bilan là après quelques mois? Alors je te laisse t'exprimer, perso, pro, sur les chiffres, réussite, c'est pour toi c'est une réussite, c'est une demi-réussite, c'est excitant, c'est quoi ton bilan? Écoute, pour moi c'est une tranche de vie. J'ai pas d'autres mots parce que ça fait 4 ans avant ce lancement que je bossais sur ce projet. Très en sous-marin. Entre l'arrivée chez France Télé au tout début sur ce projet, le faire sortir des cartons, commencer à lui donner une ampleur, une concrétisation, puis le deal tripartite, l'aventure concurrence qui a été une année complètement folle aussi, l'année du lancement de Salto, la création de la boîte, enfin. C'était à la fois un roller coaster fou, avec des hauts, des bas,
en pic et en creux complètement incroyables. Franchement, l'impression d'avoir vécu quelque chose d'exceptionnel à différentes étapes, d'avoir côtoyé des gens exceptionnels. Oui, donc, parce qu'il faut, dans ton board, c'est les présidents. Donc toi, t'es au board et donc t'assistes à tout ça. Et alors c'est feutré, c'est franc, je sais pas, j'ai une image. Voilà, c'est quand même des grands patrons, des vraies grosses personnalités. Les trois en l'occurrence. C'est serein, c'est un petit moment où ils se retrouvent. Je vais pas dire de complicité. Tu sais, c'est quoi l'ambiance dans les boards? Ou c'est très, au contraire, technocratique non, mais c'est franc. C'est franc. C'est franc. Il y a une très grande motivation à faire décoller ce projet, qui les unit, même malgré et leur sujet, etc. Les trois sont parfaitement alignés sur l'envie que ça réussisse. Absolument. Ça veut pas dire que c'est facile. Non. Mais il n'y en a pas un qui freine en tout cas. Mais voilà. Donc c'est franc. Il y a une très forte, à ce stade, une très forte envie. Ça doit être assez fou quand même d'assister à ces boards. Alors après, j'imagine qu'on fantasme un peu et qu'au final, sont des humains comme toi, comme moi, etc. Et qu'on gère tous à notre niveau des responsabilités. Mais c'est vrai que ça doit être les premiers boards comme ça doit être assez impressionnant de ça l'est toujours. Ça l'est toujours. Ouais, non, mais j'imagine. Et t'es toujours excité à l'idée maintenant que le produit est lancé. Toi, c'est forcément une autre phase qui n'a plus rien à voir presque. Bon, parce que maintenant le cadre est posé, vous le respectez. Ça te plaît toujours autant? Tu te vois un peu rester sans annonce, hein, mais... Écoute, effectivement, pour moi, c'est la phase que je n'ai jamais vécue avant, en fait. Puisque, comme consultante, t'es toujours dans les phases amont de préparation à des projets. Et là, c'est dans le delivery, c'est un énorme projet, chiffres, le plus gros de ma vie, le plus structurant... que j'ai jamais délivré. Donc là, il y a une espèce d'énorme effet d'accomplissement. Et puis, par rapport peut-être à toute cette histoire que je t'ai racontée au début, où ces groupes-là, qui n'arrivaient pas à coucher de leur projet, d'aller jusqu'au bout de cette transfo numérique, là, t'as une espèce d'énorme truc qui est en train de se passer autour de la transformation de ces groupes-là. Et franchement, quand tu regardes les différents secteurs, il n'y en a pas beaucoup de boîtes qui sont allées aussi loin pour aller lancer des projets aussi structurants, mettant autant de moyens, etc. Donc non, je trouve ça hyper enthousiasmant. C'est dur, c'est clairement dur, mais c'est vraiment très très intéressant, très enthousiasmant. Et là, effectivement, c'est cette phase opérationnelle qui démarre, que je découvre, t'attendais, que t'imaginais depuis que j'aide à structurer, puisque c'est aussi mon métier historique de savoir cadrer les sujets. Mais on verra. On verra, voilà, en fonction de tout, les évolutions, on verra, des mais chiffres. Effectivement, pour l'instant, les intuitions qu'on a eues vraiment semblent intéressantes, quoi. Donc ça vaut le coup de voir jusqu'où ça va. Eh ben écoute, on suivra ça. Si jamais il y a des grandes nouveautés, on n'hésitera pas à te faire revenir pour en parler. En tout cas, merci de ta franchise. Ça fait quelques années qu'on se connaît, et donc j'ai suivi ça un peu en parallèle, mais c'est vrai que c'est chouette de le voir sorti maintenant de terre, et on a hâte d'avoir des vrais chiffres, voir ce que c'est. J'espère que ce sera un vrai succès commercial. En tout cas, je connais des personnes j'ai un oncle qui est abonné et qui aime vraiment ça, tu vois. C'est vrai que moi, en regardant assez peu la télé, je me sens pas forcément dans la cible, mais peut-être que ça viendra. Je suis abonné à Netflix. J'imagine qu'un jour, peut-être, j'y verrai un intérêt. En tout cas, merci d'être venu et de ta franchise sur tous ces sujets. C'est passionnant, Salto. C'est vrai que la sortie du produit, c'est vraiment que la partie émergée de l'iceberg, mais tout ce travail de fond que t'as fait, quand même, qui est assez fantastique. Et ce qu'on comprend quand même, c'est que t'as joué un rôle assez important dans tout ça, pour que ça se fasse. Donc bravo, merci Daniel. Merci beaucoup. Et puis bonne année 2021 pour Salto. À toi aussi. À très bientôt. Merci à tous. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode de Mediarama. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast. Ça m'aide à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager autour de vous. Chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un accompagnement tech et créatif, que ce soit pour votre stratégie de présence en ligne, la refonte de votre site ou encore l'obtention d'une subvention, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse mediarama@causavostra.com. À bientôt!